700 millions de caméras, une pour 2 habitants. La nuit, les femmes marchent seules. Un téléphone oublié sur une table est encore là 1 heure après. Un fugitif se croyait invisible parmi 60 000 personnes à un concert. Il a été arrêté avant la fin du premier titre. Le risque d'être tué est 12 fois plus faible qu'aux États-Unis. Ce n'est pas une fiction. Le même système surveille les manifestations avant qu'elles n'éclatent. L'IA scanne les émotions des détenus en prison. L'État a fait de la stabilité son contrat social. Sur 6 $ produits dans le monde, 1 $ vient de Chine. Il y a 50 ans, c'était 0. Un Chinois vivait 33 ans en 1960, il en vit aujourd'hui 78. Près d'1 Chinois sur 3 appartient à la classe moyenne. En 2002, ils étaient moins d'1 sur 100. Cette classe moyenne est la plus grande du monde et elle consomme, elle voyage et elle investit. Derrière ce bond, une obsession nationale pour l'éducation. Un matin de juin, dans toute la Chine, 13 millions d'élèves passent le Gaokao, l'examen national d'entrée à l'université. Le pays s'arrête pendant 2 jours. Certaines villes suspendent les chantiers. Un seul examen pour changer de destin. Pendant la dernière décennie, les provinces chinoises ont dominé les tests mondiaux, en mathématiques, en sciences, en compréhension de l'écrit. Devant Singapour, devant le Japon, devant tous les pays occidentaux. Ce système produit des champions sans avoir besoin d'aller les chercher ailleurs. Ren Zhengfei, fondateur de Huawei. Wang Shaifu, BYD. Liang Wenfeng, DeepSeek. Aucun ne s'est formé à l'étranger. Mais la Chine envoie aussi ses meilleurs étudiants plus loin. Le MIT, Harvard, Oxford. Il y a 20 ans, 30% rentraient. On appelait ça la fuite des cerveaux. En 2023, 80% rentrent. Ils ont un nom, les Haigi, les tortues de mer. Elles voyagent, mais elles reviennent toujours. L'épicentre du monde est en train de changer. Une partie de cette population était à l'étranger et ils ont suivi de l'éducation en Europe, aux États-Unis et ils ont travaillé dans les meilleures entreprises américaines. Ils ont retourné en Chine pour créer leur propre entreprise, pour aider leur pays de mère. Tout miracle a une mécanique. La Chine n'a pas fait exception. Derrière chaque levier de croissance, un arbitrage. En 1979, l'État prend une décision sans précédent dans l'histoire humaine. Il décide combien d'enfants ses citoyens peuvent avoir. Un seul. Le calcul est malthusien. Moins de bouches à nourrir signifie davantage de ressources, davantage de croissance. On en a parlé dans notre vidéo sur les grands courants économiques. Pendant 30 ans, le plan fonctionne exactement comme prévu. Une armée de jeunes actifs, peu d'enfants à charge, peu de retraités. C'est ce dividende démographique qui a financé l'atelier du monde. Mais l'État comprend qu'il a trop bien réussi. En 2015, 2 enfants autorisés, aucun effet. En 2021, 3 enfants, aucun effet. Puis toutes les restrictions sont levées. Les naissances continuent de baisser. 7,9 millions en 2025 contre 18 millions en 2016, divisé par 2 en 10 ans. On peut forcer les gens à ne pas avoir d'enfants. On ne peut pas les forcer à en vouloir. L'État paye désormais pour en avoir. FIV remboursée, maternelle gratuite, accouchement sans frais. 25 milliards de dollars rien que pour 2026, pour construire une société favorable à la natalité. Le verdict est encore incertain, mais une chose est sûre, quand la Chine affronte un problème, elle ne fait pas les choses à moitié. Pour construire l'atelier du monde, il fallait des bras. Le Hoku l'a rendu possible. Vos droits suivent votre lieu de naissance, pas votre lieu de vie. Un paysan du Sichuan qui s'installe à Shanghai pour travailler n'a pas le droit d'y scolariser ses enfants, ni le droit d'accéder aux hôpitaux locaux. 300 millions de travailleurs sans droit dans leur propre pays, 67 millions d'enfants restés au village, élevés par leurs grands-parents. Mais ce système que l'État a construit, il est en train de le défaire. Entre 2021 et 2023, plus de 40 millions de migrants ont obtenu un Hoku urbain. En 2024, Pékin s'engage à aller plus loin. Objectif, 70% de la population en statut urbain d'ici 2029, avec un accès aux soins et à l'éducation pour tous. Un migrant avec des droits consomme, il cotise, il investit. 300 millions de nouveaux consommateurs. C'est peut-être le prochain moteur de croissance chinois. Pour financer sa croissance, l'État avait choisi un moteur simple, le béton. Plus on construit, plus le PIB monte. Plus le PIB monte, plus le dirigeant local est promu. Au pic, en 2021, 70% de la richesse des familles dans la brique. Des villes construites pour des millions, habitées par des milliers. Ordos, construite pour 1 million d'habitants, 130 000 personnes y vivent.
Aujourd'hui, ces rues servent de terrain de test pour des voitures autonomes. Quand Evergrande, l'un des plus grands promoteurs du pays, s'effondre en 2021, des centaines de milliers de familles découvrent que leur appartement n'existe pas. Les banquiers prolongent les prêts en défaut plutôt que de les reconnaître. Le Japon l'a fait après 1990. Il en a payé le prix, une décennie perdue. L'État chinois ne veut pas reproduire le schéma. Il a toujours eu une réponse. Il cherche encore celle-là. Ce n'est pas malgré ses choix que la Chine est devenue ce qu'elle est. C'est grâce à eux et à cause d'eux. Comme Singapour, comme la Corée, comme le Japon d'après-guerre. Chaque miracle a été construit sur des arbitrages que personne d'autre n'aurait osé faire.